Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors nous recevons aujourd'hui Marc Rousset. Bonjour. Bonjour Marc Rousset. Nous vous recevons pour un livre Comment sauver la France. 100 points d'interrogation. Voilà. Mais sous-titré Pour une Europe des nations avec la Russie. Déjà, la couleur s'annonce plus précisément avec ce sous-titre. Alors, qui êtes-vous ? J'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques années déjà pour un livre Adieu l'argent roi, place aux héros européens. En l'occurrence, vous êtes diplômé d'HEC, personne n'étant parfait, docteur en sciences économiques, diplômé des universités de Columbia et Harvard, prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, et vous avez surtout dirigé des entreprises. C'est ça qui est le plus important, presque de notre point de vue. Alors ce livre, comment dire ? Ce livre, je vous dirai tout le bien que j'en pense, et le mal aussi que j'en pense, surtout sur les idées, bien sûr. Et Pierre aura le loisir de vous interroger. Le livre est tout à fait... Je vous tire mon chapeau, parce que vous avez fait un travail très approfondi. Très approfondi. C'est un manuel très documenté. Vous parliez même de Bible, Olivier, tout à l'heure. Oui, j'ai parlé de Bible, en effet, parce que tout y est. On trouve des auteurs comme Spengler, comme Nietzsche, mais aussi on trouve des citations de Zemmour, des citations de Keynes, que vous critiquez d'ailleurs, mais parfois vous lui trouvez quelques arguments. Bref, c'est très complet. Et surtout, la matière est très approfondie. Par exemple, sur la question du libre-échange et du protectionnisme, vous allez très très loin, vous sortez des sentiers battus. Ah, les méchants protectionnistes qui voudraient nous faire la ligne Maginot. Bon, vous avez le sens des formules. Vous, par exemple, les talibans verts, à propos je dois dire que les écologistes, ça leur va assez bien. Enfin, pour certains d'entre eux, en tout cas. Bref. Le livre est important. Alors, mais de quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Eh bien, il parle à la fois de philosophie, d'histoire, car il enracine notre France et notre Europe dans ce qu'elle a de plus profond, de culturel, de philosophique. Mais aussi, il parle d'économie, vous apportez des solutions. Ce sera l'objet de notre deuxième partie. Et puis en troisième partie, bien, c'est la géopolitique, les relations internationales, cette idée d'une Europe carolingienne, mais qui serait plus réduite. Nous en parlerons. Simplement, sur l'euro et sur l'Europe, on a l'impression que vous défendez une cause dont le temps est un peu passé. C'est la critique que nous vous ferons, que Pierre aura l'honneur de vous adresser, parce que, évidemment, on ne peut plus rester dans l'euro. Enfin, l'euro ne va pas durer, c'est pas possible. Il représente cependant 20% des devises internationales, ce n'est pas négligeable. Bon, par rapport au dollar, vous me direz que c'est rien. Bon. Bref, je vais passer la parole à Pierre, et je reviendrai moi-même sur l'ensemble de ces sujets qui représentent encore une fois une somme très importante, très approfondie, et qui peut servir à des candidats qui, éventuellement, se présenteraient à la présidentielle et qui aurait besoin d'avoir quelques arguments pour sauver cette France que nous aimons, quant à nous tous, sur ce plateau. Marc Rousset, votre ouvrage s'intitule « Comment sauver la France ?» On le disait tout à l'heure, 100 points d'interrogation, ça veut dire que c'est un plan. Vous êtes assez optimiste donc, mais qu'est-ce qui vous permet de croire que l'on peut encore sauver la France ? C'est d'abord de parler un langage de vérité, un langage un peu courageux, parce qu'il est temps de s'attaquer aux vrais problèmes. Et à ce sujet, je tenais à profiter de cette invitation que j'ai eu l'honneur d'accepter pour passer un message que j'estime fondamental quant à la façon de sauver, de redresser la France, avec des chiffres que je vais me permettre de vous citer, que je n'ai jamais écoutés. Mais pourquoi croyez-vous que la France est encore sauvable ? Elle est sauvable.
elle va payer la note. Hein. Le sauvetage ne se fera pas sans la casse. Mais si on continue comme ça, non seulement la France sera en faillite, sur le plan économique, pour moi, c'est irréversible, mais en plus, la France sera menacée de guerre civile, de disparition totale. Donc, actuellement, c'est sauver la France, les choses étant ce qu'elles sont. En tenant compte, et on en reparlera si vous voulez pour l'euro, pour la situation économique, qui pour moi est irréversiblement condamnée. Je dis bien, quel que soit l'homme qui prendra demain les manettes de la France, on sera obligé de tenir compte d'une dette qui est irremboursable, on peut en parler après si vous voulez, bien sûr. Et il était bien évident que les taux d'intérêt remonteront un jour ou l'autre. Donc mathématiquement, pour moi, d'ici dans un horizon d'un an ou deux, vous allez voir, d'ailleurs ça a déjà commencé, les taux d'intérêt ont augmenté. Aux États-Unis surtout. Ça a augmenté aux États-Unis, ça compte même dans d'autres pays, sans faire de bruit. Certains pays émergents, au Brésil, vous avez des pays qui... l'Angleterre... Ça arrivera forcément en France, cette inflation? C'est surtout les taux d'intérêt. L'inflation, oui, mais c'est surtout le fait où le jour où les autorités seront obligées d'augmenter les taux d'intérêt. Et alors, ce sera aussi une façon de nous sauver, parce qu'il n'y a qu'une façon de la régler, c'est pas la payer par l'inflation. Il faut en être conscient. Oui. C'est la seule façon qui restera aux dirigeants, quels qu'ils soient, de se sortir de ce gouffre dans lequel nous sommes. Et j'ai des chiffres, j'ai un message à passer très important pour montrer pourquoi nous sommes là, en citant quelques chiffres très fondamentaux. Et qui peuvent peut-être ouvrir les yeux des Français, parce que je dis bien, cela je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. Alors, quel est ce message ? Eh bien, ce message, il est très simple. La première idée, c'est que chaque année, j'estime que depuis 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans, la France gaspille, je dis bien, 200 milliards d'euros par an. Oui, voilà. Le chiffre est dans votre livre. Voilà. Parce que la puissance publique, comme chacun sait, ça il faut expliquer aux téléspectateurs, elle joue un rôle sur le budget de l'État, c'est 300 milliards d'euros grosso modo, mais elle intervient sur les retraites, sur les prestations sociales, et on connaît le problème des pourcentages des dépenses publiques par rapport au PIB, grosso modo sur 1500 milliards d'euros. Donc je prétends qu'il y a sur les 1500 milliards d'euros, chers téléspectateurs, il y a 400 milliards d'euros qui sont soit gaspillés, sur lesquels on doit revenir absolument. Soit gaspillés, soit volés. Soit volés, je vais expliquer, je vais vous dire ce qui se passe. Donc c'est ça la première idée, et je suis grand seigneur après, donc on va jouer sur 400 milliards d'euros, vous m'entendez ? Sur ces 400 milliards d'euros, on va en économiser, je vais vous dire pourquoi, 200 milliards en étant grand prince, et après je vais vous dire la conclusion qu'il faut tirer de ces 200 milliards d'euros, si on n'avait pas eu le malheur de les gaspiller et de les jeter par la tête. Alors, quels sont les postes ? Le premier poste, c'est les 3 variables critiques, comme lorsque je redressais, là c'est ma culture managériale d'homme de redressement, de division dans l'entreprise, qui parle. Lorsqu'on doit redresser quelque chose, on s'attaque d'abord au plus important, en ayant conscience de ce qui se passe et en disant qu'est-ce que je vais faire ? Bien, il faut prendre le taureau par les cornes, les choses sont claires. Alors les trois premiers postes les plus importants sont lesquels ? Il y en a un dont évidemment on n'en parle jamais, qui est le poste le premier. La dette. Le poste le premier important sur lequel il faut jouer, c'est l'immigration. L'immigration qu'il faut ramener à zéro et qui nous coûte, chers téléspectateurs, 84 milliards d'euros. Si je m'en tiens aux travaux d'un garçon qui malheureusement a des problèmes de santé aujourd'hui, s'appelle Yves-Marie Leland, qui avait fait des travaux remarquables à la tête de l'Institut de la démographie. Le site aussi de M. Légalou sur le Polémia, qui souvent fait des chiffres remarquables. Et avec Michel Geoffroy aussi. Geoffroy. Donc, soyons assez rapides, parce que c'est pas long, mais le message est important. Donc, le premier poste sur lequel il faut jouer, c'est passer l'immigration à zéro pour jouer, premier chiffre, 84 milliards d'euros. Deuxième chiffre, quel est-il ? Ça, je ne l'ai jamais lu. Alors, Mme Agnès Verdier-Molinier fait d'excellents bouquins, mais il faudrait à un moment donné penser à faire les additions avec ce que dit M. Légalou, ce que dit Mme Agnès Verdier-Molinier. Deuxième poste, eh bien, ce sont le nombre de fonctionnaires. Nous avons, je dis bien en France,
2 millions, je dis bien 2 millions de fonctionnaires en trop. Il faut savoir qu'en France, il y a 5 600 000 fonctionnaires. Il y en a 3 millions en Allemagne. Toutes choses égales par ailleurs, je vais vite, il y a en France 2 millions de fonctionnaires. Qu'est-ce que nous dit Mme Agnès Verdier-Molinier ? Je cite donc mes sources. Elle estime le surcoût, c'est à peu près le chiffre de l'immigration, 84 milliards d'euros par rapport à la moyenne de l'OCDE, 94 milliards d'euros en plus par rapport à l'Allemagne, qu'on pourrait économiser. Troisième poste, c'est celui dont tout le monde parle, qui est le monstre du Loch Ness, c'est les retraites. Bien, j'ai fait mes petits calculs personnels. Vous prenez les déficits des retraites, vous tenez compte de ce que paye l'État pour les régimes spéciaux, ce qu'il paye aussi pour les dépenses des retraites des fonctionnaires, vous faites la somme. J'estime qu'aujourd'hui, à terme, ce sera encore plus important. Il y a 50 milliards d'euros qui sont à gagner si on passe la retraite à 65 ans et si on supprime les régimes spéciaux. Ben, 80, plus 80, 60, plus 50, chers spectateurs, ça fait 200 milliards d'euros. Ah oui, bon, nous y sommes. Et alors, le reste, je les liste dans mon ouvrage. C'est pas 200 milliards qu'on peut sucrer totalement. Non, mais je vais vous expliquer. À mon avis, je suis grand prince, on va en gagner la moitié, voyez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Laissez-moi aller jusqu'à la fin de mon raisonnement. Donc, on est déjà dans les 400 milliards que je recherche. Je vous en ai déjà expliqué 200 milliards, c'est-à-dire l'immigration, les fonctionnaires, les retraites. Et ensuite, eh bien, ils sont cités dans mon ouvrage, et il y a une dizaine de postes. Vous avez la fraude sociale, à peu près 50 milliards d'euros, le bouquin de Charles Prats, essentiellement d'ailleurs sur les prestations sociales, beaucoup plus que sur les cotisations sociales, 27-17 milliards, grosso modo. Vous avez l'argent qui est donné aux associations. Alors là aussi, il faut faire attention, on est à 40 ou 50 milliards d'euros. C'est vrai qu'il y a des associations qu'il faut garder sur le cancer, etc. Mais tout ce qui est SOS Méditerranée, les droits de l'homme et tout cela, je vous en passe. Tout ce que donnent les régions pour financer SOS Méditerranée, pour nous amener des immigrés par bateau entier, ça, c'est à supprimer du jour au lendemain. Bien. Là, je dirais qu'il y a certainement un bon tiers à gagner, mais c'est un poste qui, aujourd'hui, représente à peu près 50 milliards d'euros. Et ensuite, vous avez des tas de postes, je vais vous les égrener, c'est de l'ordre de 10 à 5 milliards d'euros. Vous voyez, on descend, on est passé de 80, on est. Alors, je vais vous en citer à l'appel. Tout ça est détaillé dans votre livre. Oui. Voilà. Alors, vous avez le réchauffement climatique, c'est ce que je critique par l'homme, que je conteste. Ça nous coûte à peu près 10 milliards d'euros par an. Il y a plusieurs chapitres sur ces problèmes écologiques. 40-50 pages sur ce sujet. Et avec une analyse aussi conjointe du nucléaire, qui est très intéressante et très approfondie. Ah oui, là, je pense avoir fait... Ce livre, je dis bien sans prétention, les 35 chapitres représentent souvent 35 livres de 250 pages. Hein. Je me permets nos téléspectateurs vont avoir peur de le lire. Là. Non, parce qu'au contraire, ils vont gagner du temps et ils vont gagner de l'argent. Parce qu'ils vont lire 35 livres de 250 pages en un seul ouvrage. Voilà. Alors, pardon, une petite objection quand même. C'est que lorsque nos téléspectateurs entendent réduction du nombre de fonctionnaires, on leur a appris à penser réduction du service public, du service rendu au public. Alors, que répondez-vous à cela ? Non, c'est un gaspillage. C'est le gaspillage parce qu'il faut revenir sur le statut de la fonction publique, les doubles emplois entre les communes et les régions. Mais est-ce que vous êtes pour sucrer dans tous les services publics ? Mais partout. À l'hôpital, on n'a pas besoin de... Non, mais si vous voulez, c'est comme lorsqu'on reste une entreprise. Il faut voir partout où il y a de l'argent à gagner. On vous objectera que le service public n'est pas l'entreprise, malgré tout. Mais c'est... garder l'efficacité d'un service, de même que lorsqu'on redresse une entreprise, c'est diminuer les coûts. Actuellement, le nombre de fonctionnaires augmente et les services n'augmentent pas de façon sur les fonctionnaires, vous voudriez économiser 84 milliards d'euros. Oui. Sur la fonction publique régionale, surtout, vous avez dit. Là, je vous renvoie à Mme Agnès Verdier-Molinier qui dit elle-même 84 milliards. Oui. Et je vous cite d'économie potentielle sur la fonction publique. Sur la fonction publique, avec 2 millions de fonctionnaires qui sont en trop. Mais tout ça où sont-ils de trop, ces fonctionnaires ? Eh bien, fonction publique d'État ?
c'est souvent dans les doubles emplois. Vous avez des gens qui travaillent pas assez, l'absentéisme. Absolument débordé. Vous vous souvenez de ce livre ? Il y a des scandales que je cite. Tout ça est. D'accord, mais est-ce que c'est le moment de dire aux Français que la fonction publique doit être dégraissée, comme vous êtes? Bien sûr, c'est le moment, parce que sinon, ça fait 40 ans que ça dure, et il s'agit à un moment donné de prendre le taureau par les cornes. La suppression de lits d'hôpitaux, vous n'êtes pas favorable à cette mesure. Car les lits d'hôpitaux, au moins, c'est un problème de saturation des services. Écoutez, je ne veux pas rentrer. Je me tiens, parce que si vous voulez, il faut qu'on soit rapide, vous m'avez expliqué. Je m'en tiens aux travaux de Mme Agnès Verdier-Molinier. Oui, mais d'accord, mais c'est pas. Et je vous dis une chose, je vous dis la raison, c'est de garder le service. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Hein, il s'agit de. Bon, voilà ce qu'elle dit. En tous les cas, c'est une variable importante où cette dame prétend qu'il y a 84 milliards d'euros à gagner. Je ne veux pas embagager le débat avec vous. Actuellement, d'ailleurs, je pense que vous m'avez... non, mais c'est pas le but de l'émission, parce que je voudrais quand même finir mes arguments. Finissez. Alors, si vous voulez, vous avez d'autres postes, je reviens à mon argument, donc je dis il y a 200 milliards d'euros à gagner, vous avez des tas d'autres postes, vous avez l'argent qu'on donne aux syndicats, l'argent qu'on donne à la presse, oui. Vous avez on pourrait égrener comme ça très longtemps. Enfin, oui, je veux dire, on sait qu'il y a des dépenses inutiles, vous avez des comités la théodule, etc. La SNCF, qui vous savez, il y a un polytechnicien qui a écrit un livre très, très juste, la SNCF a un chiffre d'affaires inférieur aux subventions qu'elle reçoit de l'État. Voilà. Alors, les syndicats aussi. Par exemple, les subventions sont... Je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont gratuitement à la disposition des syndicats. Et surtout, les cotisations des syndiqués ne représentent que 5 à 6% du budget des syndicats, ce qui est quand même en contradictoire avec toute idée de syndicat. Cela étant, il faut être quand même très prudent en la matière. Parce que si c'est dans une perspective électorale, les Français aiment leurs fonctionnaires. Vous le savez, les sondages... Moi, je ne suis pas dans une perspective électorale. Je suis dans une perspective de dire la vérité de ce qu'il faut faire pour redresser la boutique. Parce que si on est en faillite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je reviens sur mon raisonnement, pour ne pas perdre le fil des idées. Je vous ai parlé au départ des 3 grandes variables, l'immigration, les fonctionnaires et les retraites, 200 milliards. Et là, je vous ai retrouvé... Je les cite dans mon livre, il y a plus de dizaines de postes, ça fait 200 milliards. Alors, en tout, on fait la somme, ça fait 400 milliards, 200 plus de 100. Là-dessus, je reviens donc sur votre raisonnement, et je dis, je suis grand prince, soyons réalistes, c'est un ancien chef d'entreprise qui vous parle, ne soyons pas des petits technocrates de salon qui raisonnent dans l'abstrait. 400 milliards, à terme, il faudra 2 ans, 3 ans, on arriverait à en gagner 200 milliards seulement, c'est-à-dire 50%. Donc le service public, l'hôpital, je suis d'accord pour voir tout ça de très près, être pragmatique. Les chefs d'entreprise sont des gens pragmatiques. On n'aime pas, lorsqu'il y a des besoins pressants, couper de l'argent pour que les gens ne soient pas soignés. Les choses sont très claires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a moyen de gagner 200 milliards, 50% de ces sommes. Je prétends qu'il y a... On pourrait gagner, si on économise 50%, 200 milliards. Et c'est la suite du raisonnement aussi qui est fondamental pour nos téléspectateurs, lorsque je pense en particulier au programme d'avenir de M. Macron, avec ses 30 milliards d'euros d'investissement pour l'avenir qui va nous sauver, qui va sauver non seulement la planète, mais la France. Alors, il va sauver surtout son élection. Et puis, ils vont surtout à dépenser l'argent des Français en endettant pour sauver son propre poste, ce qu'il fait d'ailleurs depuis qu'il a été élu, ce brave monsieur. Bien. Alors, je reviens donc sur cette idée, c'est que c'est 200 milliards d'euros, c'est ça qui est fondamental. Quelle est la dette de la France aujourd'hui ? 2800 milliards d'euros, officiellement. Comme vous le savez, que si on va chercher tout ce qui est... on arrive à 7 milliards d'euros. Mais bref, je fais un raisonnement simpliste pour que les téléspectateurs comprennent. Disons que c'est dans les 200 milliards d'euros qu'on a gaspillés, on ne les aurait pas gaspillés par définition, je dis 40 ans, 40 fois 100 milliards qu'on n'aurait pas gaspillés dans les 200 milliards, ça ferait 4 000 milliards d'euros. On n'aurait donc pas ces 2800 milliards d'euros de dette. Et non seulement on n'aurait pas ces 2800 milliards de dette, puisque nous sommes hyper endettés aujourd'hui, avec 120% du PIB, mais on aurait pu avoir chaque année continué la politique du président de Gaulle et de Pompidou,
depuis 1970. Mais là, c'est-à-dire investir 100 milliards d'euros. Je termine mon raisonnement, si vous voulez bien. Investir 100 milliards d'euros par an dans des investissements d'avenir. D'accord. Donc, lorsqu'on vient nous endetter, chercher 30 milliards d'euros pour soi-disant nous amener le bonheur dans les 30 ans qui viennent, ça fait 30 ans que la France aurait pu investir chaque année 100 milliards d'investissements d'avenir tous les ans. Et c'est ça qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, c'est que si on arrivait à économiser 200 milliards d'euros, on n'aurait non seulement pas de dette, mais aujourd'hui la France aurait, comme on le pensait dans les années 70, serait même tête d'habitant. Oui, mais très bien, mais on aurait pu faire beaucoup mieux depuis 40 ans, mais on l'a pas fait. Donc je veux dire, avoir des regrets. Parce qu'on a été laxiste. Ah bah d'accord. Messieurs, oui, mais il faut dire pourquoi. Parlons de l'avenir. Très bien. L'avenir, c'est qu'il faut commencer par redresser la boutique. Alors nous allons commencer par faire... L'avenir, c'est la France est en faillite. C'est comme lorsque vous avez une entreprise qui dépense trop. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons faire, messieurs, une pause pour savoir justement ce qu'on va faire. Et en deuxième partie. Mais j'aimerais, parce que votre livre n'est pas qu'un livre d'économie. Il n'est pas qu'un livre budgétaire. Il n'est pas qu'un livre de réduction des dépenses. Il est plus profond, il va plus en profondeur. Et j'aimerais que nous allions plus en profondeur. Mais nous allons aborder d'autres questions économiques, notamment celle du libre-échange et du protectionnisme, de la mondialisation, et comment l'économie française s'est trouvée ruinée aussi par une mondialisation délirante. Donc, messieurs, nous allons essayer d'envisager l'avenir avec d'autres sujets, mais c'est vrai qu'on pourrait indéfiniment décliner les erreurs budgétaires de ces hommes qui nous ont gouvernés depuis 10 ans, 30 ans, pardon, 40 ans, et qui nous ont mis les budgets en déficit chronique. Pause. Alors, chers téléspectateurs, en compagnie de Marc Rousset, ancien chef d'entreprise, nous analysons son livre. La première partie était très budgétaire, très liée à la dette. J'aimerais que, comme le disait Pierre, nous allions vers des solutions d'avenir. Or, Marc Rousset, vous proposez une confédération carolingienne protectionniste et autocentrée. Voilà une proposition tout à fait intéressante. Est-ce que c'est l'Europe puissance dont on nous a parlé? Mais est-ce que cette Europe puissance n'a pas perdu l'occasion historique de se constituer? Est-ce que, malheureusement, les choses ont atteint un point de non-retour tel que nous ne pouvons plus constituer cette Europe-là? Oui, j'en suis tout à fait conscient, et je le cite d'ailleurs dans mon ouvrage. Parce que ce livre, j'aimerais que ce serait mon souhait que ce soit un livre de référence qui serve schéma de réflexion pour plusieurs années. C'est le schéma gaullien. Bon. Donc je suis tout à fait d'accord que la carte a été jouée et aujourd'hui, je le dis dans mon ouvrage, avec l'attitude pacifiste des Allemands, leur égoïsme, le programme SCAF je ne suis pas sûr qu'il se réalise, ce schéma-là serait souhaitable. Mais je crains que les choses ne se passent pas d'une façon théorique. Mais c'est le but que je recherche, il me paraît un but souhaitable. Et j'ai déjà pensé à la chose, c'est-à-dire de dire, on pourrait imaginer que la France, voyant que l'Allemagne ne répond pas à nos attentes sur le plan de l'Europe de la défense, son égoïsme économique, on n'arrive pas à construire ce SCAF. J'ai déjà pensé à un SCAF, voulez-vous épeler cet acronyme pour nos... système commun d'avions futurs. Voilà. Un système de combat d'avions futurs, c'est-à-dire l'avion de la prochaine génération qui sera la suite du Rafale. Voilà. Et que nous construisons actuellement, il y a un projet de le construire avec l'Allemagne. Oui. Voilà. Mais quand on a un projet de construire avec l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui construit quand même. Vous voyez, par exemple, l'armée française... Je trouve que là, la France, avec Dassault, est maître d'œuvre. D'ailleurs, le président de Dassault est monté à la tribune pour dire attention, parce que les Allemands voulaient même récupérer une partie du savoir-faire français, d'une façon absolument incroyable, puisque jamais la France se serait permis de parler comme cela si les choses étaient d'une façon différente. Et c'est pour ça que je mets en garde, justement, je suis un homme réaliste, et par 2 fois, j'écris que la France devra même faire péter le poing sur la table avec l'Allemagne, donc je ne suis pas du tout un germanophile, mais je dis que
mon idée, et c'est là où je reviens sur les schémas gaulliens, c'est que mon souhait serait qu'à un moment donné, il y ait une crise avec la France, comme De Gaulle l'avait fait avec le traité de Luxembourg, et qu'après les Allemands, voyant qu'ils perdent leur marché européen et que ça ne peut pas durer comme ça, au bout de 2 ans, 3 ans, reviennent sur ce schéma-là, qui serait le schéma idéal que nous, on essaye de faire quelque chose d'abord dans l'Europe de l'Ouest, pour se rapprocher dans un deuxième temps vis-à-vis de la Russie. Ouais. Et tel que je le pressens, ce que je souhaiterais, parce que le danger de l'Europe, c'est la balkanisation, je prêche l'Europe des nations, mais il faut bien savoir être conscient d'une chose, c'est que la balkanisation, c'est le danger des cités grecques par rapport à Rome, oui. C'est le danger d'unir nos forces au XXIe siècle face à la Chine, au Brésil, etc. Donc il faut d'une façon ou d'une autre avoir une coopération inter-européenne. Et les gens accepteront l'Europe que si les coopérations entre pays leur apportent quelque chose. Oui, mais dans cette analyse de confédération carolingienne, qui en effet a des accents gaulliens, vous savez qu'après le traité de l'Élysée, en 1963, De Gaulle a été déçu par l'otanisation de l'Allemagne. L'Allemagne est toujours aussi... Oui, le fameux. Et l'Allemagne est toujours aussi otanisée. Oui. Elle ne rêve que d'économie et oui. Sous l'ombrelle protectrice de l'Amérique. Exactement. Qui réduit en vassalité la France et l'Europe. Exactement. Et d'autre part, cette confédération carolingienne, sauf erreur, vous la voyez sans les pays de l'Est et sans la Scandinavie. C'est-à-dire une conception... L'Europe des 6. Finalement, on revient un petit peu avec l'Espagne, au traité de Rome, avec en plus l'Espagne et le Portugal. Mais ce que je pressens, Attends a raison, c'est que... Donc je vois en fait cette idée-là, d'ailleurs, de la Confédération carolingienne, c'est la pensée de Gaulle, c'est ce qu'il a voulu réaliser, qui quand même s'est partiellement a été fait. Le traité d'Élysée, il y a quand même un début de coopération avec l'Allemagne. Vous avez vu même ce qu'a fait Macron dans son petit traité là en 2002. Oui. Voilà. Petit traité. C'est une chose. Mais ce que je pressens, c'est que l'Allemagne ne va pas jouer le jeu dans les médias. Même si, paradoxalement, le fait que la CDU ne prenne pas le pouvoir serait favorable, parce que les gens les plus prétentieux, les plus jaloux peut-être de la puissance française, paradoxalement, sont les gens de la CDU. Et le fait que les gens de la CDU ne prennent pas le manche, je pense que c'est favorable au dialogue franco-allemand, dans ce qui se dessine pour l'instant. Mais donc, moi, ce que je pressens, c'est que ça ne va pas marcher, mais... Qu'est-ce qu'il faudrait faire, donc ? C'est à ce moment-là, je prétends qu'il faudra faire péter le poing sur la table, alors que je suis un fervent partisan de l'euro, je l'ai toujours défendu, et je sens qu'à terme, il faudra revenir à l'euro, mais je pense que momentanément, de toute façon, l'euro, il explosera parce que la France sera en faillite. Donc, un jour ou l'autre, immanquablement, il y a 2 choses dont je suis persuadé, où là aussi, j'aimerais bien que les téléspectateurs me comprennent, c'est que la France est en faillite d'une façon irréversible, et l'euro explosera d'une façon irréversible. Et c'est un des plus grands défenseurs de l'euro qui vous parle. Voilà. Alors, et donc, ce que je pressens, c'est que ce qu'il faudra faire, c'est nous rapprocher à ce moment-là de faire, dans un premier temps, pendant quelques années, il y aura un mauvais moment à passer, ça sera le moment de la rivalité avec l'Allemagne, et de nous rapprocher des pays latins, de l'Italie, de l'Espagne, et de faire une petite... une union latine. Une petite union latine, mais momentanée. Vous savez qu'elle a existé dans les années 30. Bien sûr. Quand vous dites taper du poing sur la table, vous entendez un Frexit, c'est ça ? Pardon ? Vous entendez le Frexit quand vous entendez vouloir taper sur la table ? Le point de la table, c'est garder, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est garder toute la zone de libre-échange, le côté marché commun, de l'Union européenne, mais c'est quitter l'euro, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, Français, l'Italie, l'Espagne, en grosso modo, le franc est surévalué de 25%. Alors que l'Allemagne, elle, si on devait revenir demain à la monnaie commune, il faudrait qu'on évalue de 25% pour que les choses soient claires. Ça, c'est un brillant économiste dont j'ai oublié le nom, c'est cité dans mon ouvrage. Et l'Allemagne, grosso modo, il faudrait qu'elle réévalue, elle, de 15%. Donc, voyez-vous, 25 plus 15, ça fait 40%. Et revenir à plat, vous pensez que c'est possible en restant dans l'Union européenne ? Pour que nous continuons pas à perdre notre industrie, parce que il faut en plus que... Oui, non, mais est-ce que c'est pas l'Union européenne, quelque part, qui nous a
Non, aider à perdre notre industrie? Non, l'Union européenne, ça je l'écris dans mon livre, c'est pour ça que je ne veux pas faire... on en parlera aussi pour les problèmes juridiques, hein. Ça vient aussi bien de la magistrature française. Il ne s'agit pas toujours de servir de l'Europe comme un bouc émissaire. La grande raison pour laquelle la France et l'euro est un échec et explosera, c'est parce que la France, il y a deux éléments que je tiens à dire aux téléspectateurs. Un, M. Mitterrand ne connaissait rien à l'économie. Il a cru, lorsqu'il a accepté la réunion de l'Allemagne avec Kohl, qu'en obtenant l'euro, en qui il voyait le Deutsche Mark, la France, comme par miracle, allait obtenir la puissance économique de l'Allemagne. C'était un rêve imbécile, puisqu'on avait effectivement monnaie commune, mais après on a passé des lois sociales, pendant qu'il y avait les lois Schröder en Allemagne. Résultat, on n'a pas été compétitif, aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan des lois sociales. Donc il n'est pas possible d'avoir une union monétaire si des gens n'ont pas le courage de faire l'harmonisation fiscale et sociale. Voilà. Et donc cet euro va être condamné pour la bonne raison que ce travail n'a pas été fait. Pourra-t-on rester dans l'euro, quitter l'euro en restant dans l'Union européenne? Actuellement, nous perdons. Est-ce que vous êtes pour un Frexit ou pas? Mais c'est pas le terme Frexit est sortir de l'Union européenne. Attention, sortir de la zone euro, ça ne veut pas dire sortir de l'Union européenne, comme vous savez. Bon, il y a des pays qui ne sont pas dans la zone euro. Mais parce que vous évoquez une union latine, est-ce que ça signifierait qu'il faudrait sortir de l'Union? Je parle sur le plan monétaire pour l'instant. Sur le plan monétaire, oui. Bon, sur le plan de l'Union européenne, il faut la faire évoluer. Là aussi, il faut faire péter le poing sur la table pour tout ce qui est migration, sortir de la Cour européenne de Strasbourg, de la CJUE, etc. Donc là aussi, il y a des choses. Le réchauffement climatique, pour moi, c'est une bêtise monstrueuse, c'est une erreur stratégique de suivre l'Allemagne dans sa politique énergétique actuelle. L'Energiewende, c'est la plus grande bêtise qu'a pu faire Mme Merkel si les Français après avoir accepté 1 million d'immigrés. Et si les Français aujourd'hui payent plus cher leur électricité, c'est à cause de l'Allemagne. Hein. C'est parce que nous avons une fixation des prix en Europe, pour l'électricité, qui est une fixation européenne. Indexée sur le gaz. Le tarif est tarif allemand qui a renoncé au nucléaire, si bien que nous payons plus cher notre électricité. Bon, alors, question Frexit. Pas le Frexit. Pierre, vous avez eu votre réponse. Mais je réponds pour le Frexit. Je suis contre. Là, vous savez, mon livre, je dis souvent, c'est la pensée d'Éric Zemmour, à peu de choses près. Je suis contre le Frexit par définition. Je suis comme stratégie. Je dis d'abord, il faut faire évoluer l'Union européenne. Soyons pragmatiques. Bon. Oui, mais ça, on l'entend depuis 40 ans. Mais ce coup-là, pour de bon. Hein. C'est-à-dire, par exemple, comme on fait d'ailleurs pour l'armée, lorsque ils se permettent de nous donner des conseils pour nos soldats, on n'en tient pas compte. Et puis, moi, je suis même d'avis d'envoyer des militaires avec des sommations pour arrêter l'immigration. On est un pays souverain. J'étais scandalisé, j'ai vu pas plus tard ce matin ce qu'a dit l'ancien président là, Thierry Breton. Oui, Thierry Breton. Mais alors vraiment, il a le toupet de parler, de dire. Mais alors, j'ai jamais entendu ça. L'Union européenne, c'est comme les États-Unis, et les États, c'est comme les États américains. C'est grotesque. Mais il annonce urbi et torbi. Ça traduit une ignorance colossale. D'abord, c'est une ignorance des traités, c'est te foutre de la gueule du monde, n'est-ce pas? Donc ça, c'est inadmissible. Voilà. Donc il faut essayer de faire évoluer l'Union européenne, et puis ne sortir que lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Voyez-vous. Alors à votre place, il ne faut pas prendre des décisions technocratiques comme ça. Oui. Il y a une semaine, Charles Gave, à votre place, disait non pas Frexit, mais Bruxit. C'est-à-dire sortir des institutions européennes, et notamment la Commission. Mais par contre, vous êtes pour le Conseil européen, c'est-à-dire l'expression souveraine des chefs d'État, mais d'un plus petit nombre d'États. Oui, la Confédération européenne, je peux vous donner des idées très précises, c'est le plan Fouché. Hein, il faut bien savoir que toute l'idée gaullienne, elle a commencé avec le plan Fouché dans les années 60-62. Après, ça s'est traduit, le traité de l'Élysée en 63, c'était le plan Fouché appliqué à 2 pays. Et donc, c'est reprendre cette idée que l'on retrouve partout dans le plan Fouché et dans le traité franco-allemand. Ça consisterait à s'appuyer essentiellement sur ce qu'est actuellement, comme j'avais écrit, et ça avait beaucoup plu à Alain Perfit,
L'Union européenne aujourd'hui est une institution hybride, c'est-à-dire qu'elle est à la fois fédérale et à la fois souveraine dans ses État parties. des nations. Voilà. Et la primauté du droit européen, ça repose sur un coup d'État dans les années 60 de la CJUE et, où il ne faut pas l'oublier, des magistrats français qui eux-mêmes, la Cour de cassation en particulier en 2011, qui d'elle-même, la Cour de cassation française, acceptait de se soumettre aux lois en disant prééminence des lois de l'Union européenne. Voilà. Donc, chose très importante, dans ce schéma gaulien qui est très astucieux, la Commission européenne, c'est bien un secrétariat. Hein. Il n'y en a qu'un qui commande. Il n'y a plus de fonctionnaires européens. Les fonctionnaires sont des fonctionnaires détachés par les États. Il n'y a plus de Parlement européen qui vote. Les parlementaires sont les parlementaires des États. Ce sont les États qui font les lois. Ce qui fait que les États sont libres de leurs actions, il n'y a plus ce n'est fédéral en rien. N'est-ce pas ? Et donc ça permet de vivre dans une atmosphère qui est l'atmosphère qu'a toujours cherché De Gaulle. Il a eu raison là aussi avant l'heure, le général. C'est une révolution. C'est une révolution. Mais une révolution conservatrice, si je puis dire. C'est la révolution conservatrice sur le plan des institutions. Voilà. Je suis pour la révolution conservatrice, mais c'est beaucoup plus fondamental pour les valeurs de nos sociétés, changer le droit, changer les institutions judiciaires. C'est bien ça. Moi, dans mon livre, c'est dit d'ailleurs dans la présentation par mon éditeur, il faut à peu près faire, chers téléspectateurs, il faut faire à peu près ce que j'appelle un mai 68 à l'envers, et globalement, voilà, il faut faire à peu près toujours l'inverse de ce que nous faisons actuellement pour à peu près presque tout. Une révolution qui déboucherait sur une dictature, vous n'y êtes pas opposé? Je ne suis pas opposé à la dictature au sens romain du terme, comme j'ai approfondi ce terme dans un été fort, je disais. Oui. Il faut savoir qu'il y a la dictature bête et méchante, et vous avez la dictature que les Romains avaient consentie. La dictature d'un peuple qui sent à un moment donné qu'il est en danger. Il n'y a que le pouvoir d'un homme dans lequel il a confiance qui peut le sauver. Et comme vous le savez, il y avait un consul à Rome et ses pouvoirs étaient remis en question tous les 6 mois. Il est impossible de redresser la France si un chef d'État, à un moment donné, ne prend pas des mesures d'urgence. Vous ne pouvez pas vous attaquer à l'immigration si vous n'avez pas un monsieur qui a la mentalité d'un militaire. Il faut dire les choses comme elles sont. On ne se cachera pas derrière notre doigt. Et Éric Zemmour le dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Sinon, ce sera la mort de la France. Sans casser des œufs, ça passe aussi par une réforme profonde des institutions judiciaires françaises. Bien sûr, il faut remettre... c'est un scandale, comme vous le savez. Il y a eu trois coups d'État dans nos institutions. Je vous les rappelle très chapitrement. Ça commence quand ? En 1971, avec le Conseil constitutionnel, qui s'est permis de s'inspirer des préambules pour en fait écrire une autre constitution. Alors, parce qu'il faut préciser que le préambule n'est pas de nature juridique. Il est de nature philosophique. Donc... Philosophique ou des traités internationaux. Voilà. Deuxième coup d'État, 1976, Chirac et son fameux décret du regroupement familial, et Raymond Barre qui sort un décret par derrière, et en 1978, le fameux arrêt Gisti du Conseil d'État, qui, au nom des droits de l'homme, procède à un coup d'État en disant au nom des droits de l'homme, au nom des droits humains, il faut accepter le regroupement familial. Il faut savoir que le regroupement familial n'a rien à voir avec Bruxelles, ça vient de nos magistrats français qui ont trahi. En effet. Qui ont trahi. Alors, et troisième chose, j'en termine, la Cour de cassation, en 2011, qui d'elle-même a accepté, sans qu'on lui demande rien, de son propre chef, l'autorité des autorités de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. S'il y a un jeu des institutions européennes qui disent c'est nous les meilleurs, de leur fait, alors que c'est pas dans les traités, et puis vous avez nos juristes qui souvent disent eh bien oui, je me mets sous votre j'accepte votre juridiction. Alors que vous voyez que ça commence à bouger du côté de Karlsruhe, du côté de la Pologne, etc. Et c'est là où la France, je pense qu'avec un candidat comme Éric Zemmour, là aussi, il faut faire péter le poing sur la table et parler comme Orban. Voilà, les choses sont claires. Alors, nous allons faire une nouvelle pause et nous allons aborder le sort de cette confédération carolingienne à 6 ou 8 ou 10, donc réduite, notamment à travers le problème du libre-échange et du protectionnisme. Vous faites une illustration, une défense du protectionnisme qui est très approfondie, que j'ai trouvée rarement
peut-être notre invité d'une émission, M. Pérez. Yves Pérez, oui, qui avait bien développé les vertus ce du point de vue. protectionnisme. Donc nous allons revenir là-dessus, si vous voulez bien, plaisir. dans la troisième partie. Avec plaisir. Alors Marc Rousset, cette confédération carolingienne à 6, 8, 10 qui sont un petit peu son traité de Rome, mais élargi, elle serait libre-échangiste en interne et protectionniste en externe. Exactement. Alors, vous faites une illustration, donc, je le disais, du protectionnisme, en disant que Ricardo, bon, c'est bien gentil, mais c'est devenu une idéologie, le mantra des mondialistes, à savoir que lorsque Ricardo a sorti sa théorie, eh ben, tous les paramètres étaient constants. Bon, aujourd'hui, ça change tout le temps. Alors, comment peut-on concevoir un libre-échange interne à cette confédération et un protectionnisme externe? Monsieur Pascal Lamy, grand prêtre du temple de l'OMC. De l'OMC, tient un discours du style c'est la Ligue Maginot. Il s'agit de décrédibiliser ceux qui sont hostiles au libre-échange absolu. Alors, quels arguments avez-vous en faveur du protectionnisme? Les chiffres peut-être sont fallacieux, non? Alors, le protectionnisme, l'idée, c'est de construire, de trouver l'Europe puissance, hein, parce que c'est une puissance, d'avoir des puissances autonomes, auto-centrées. J'aime bien le terme. C'est-à-dire de chercher l'autonomie stratégique, à la limite de tout fabriquer. Il n'y a aucun produit, selon moi, qui ne doit pas être fabriqué en Europe. C'est-à-dire de la tête d'épingle. On veut tout fabriquer de A jusqu'à Z. Ça, c'est la première idée. On n'accepte plus la dépendance. Parce que demain, on l'a vu avec les masques... Les médicaments les médicaments, les n'importe molécules, quoi. le... Je le dis, j'ai un exemple d'ancien chef d'entreprise. J'étais responsable de la zone Asie du groupe Ron-Poulin Dior Chimifil. Je vendais à l'époque une matière première qui s'appelait le paraminophénol. Le paraminophénol, ça servait à fabriquer le paracétamol, c'est-à-dire l'acide salicylique, l'aspirine, etc. Eh bien, aujourd'hui, non seulement on ne fabrique plus le paraminophénol, mais on ne fabrique même plus le paracétamol. Voilà. Alors que moi, j'allais vendre la matière première à Taïwan, je me rappelle encore de mes marchés où ils étaient, à Taïwan et en Chine d'ailleurs, voilà, ça montre à quel point, alors il est question maintenant de rapatrier, non pas la fabrication du paraminophénol, mais au moins le paracétamol. Voilà où nous en sommes 40 ans après. L'idée fondamentale, c'est garder cette notion d'autonomie, de puissance stratégique, de travail. Aujourd'hui, une recherche dans un point peut paraître inintéressante, et puis demain, on a vu le problème des masques, par exemple. Vous pouvez à un moment donné sauver toute une population simplement parce que vous ne fabriquez pas des malheureux petits bouts de toile avec deux petits bouts d'élastique, n'est-ce pas? Ça va très loin, cette idée. Voilà. La notion aussi des économies externes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on nous a menti pendant des années, en oubliant des économies externes, la pollution, qu'on faisait venir des produits par conteneur entier. Vous citez l'exemple des crevettes pêchées en Écosse. Voilà, qui font 27 000 km pour aller être décortiqués en Thaïlande et revenir en Europe. Voilà. Lorsqu'on dit, par exemple, l'agriculture devrait être sortie du monde du libre-échange, moi je trouve que l'idée est très valable. Première chose, on doit avoir l'autonomie alimentaire. Un pays comme fait le Japon, on doit avoir de quoi manger. C'est la première des choses à faire pour un peuple, n'est-ce pas? Oui, mais Marc Rousset, c'est très intéressant, ce projet d'Europe carolingienne, libérale en interne, protectionniste en externe, mais face à cela, il y a ce que vous évoquez, ce nouvel ordre mondial, ultralibéralisme mondialiste, droit de l'homisme, démocratie occidentale et in fine gouvernement mondial. Qu'est-ce qui vous permet, vous le dites, qu'on assiste à la fin de cette idéologie? Qu'est-ce qui vous permet de le dire, ça? Eh bien, ce qui me permet de dire, c'est il suffirait d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire, pour l'immigration, il suffit d'ouvrir les yeux, et puis de voir le nombre de chômeurs, de voir la perte des classes moyennes qui sont complètement dévalorisées, parce que vous connaissez l'histoire, hein, une multinationale, c'est quoi finalement? En étant ironique, parce qu'il ne faut pas être aussi péremptoire, c'est une société qui fabrique ses produits en Chine, qui les vend dans des pays développés comme l'Europe, et puis qui place ses profits dans des havres fiscaux. En
finançant, c'est ça. Et moi-même, il faut bien savoir que des gens de mon style, si demain on me met à la tête d'une entreprise où vous acceptez le contrat et vous pensez avec votre famille, et vous êtes obligé de jouer le jeu, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire c'est les patrons qui sont des salopards, parce que c'est aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités. Et je réponds à votre question. Et la seule façon d'obliger les multinationales à faire cette politique, c'est de mettre des droits de douane. Parce qu'à partir du moment où il y a des droits de douane, et ça c'est mon vœu, et ça je l'ai écrit aussi dans le livre, parce que je suis un homme de management, mon souhait, c'est que les multinationales redeviennent des sociétés internationales. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des centres de production qui vont vendre pour diminuer les coûts et puis inonder la terre entière, de plus en plus, elles aient des sociétés internationales et qu'elles fabriquent localement, à la limite, dans tous les pays. Et j'attire votre attention sur le traité de 1948, qui était le traité de La Havane, qui est très peu connu. Oui. Au traité de La Havane, on défendait justement le contraire de l'OMC, de tout ce qu'a dit M. Pascal Lamy. C'est-à-dire, on disait d'abord le développement, l'emploi, l'équilibre des balances d'échange. Voilà ce dont parlaient les Européens, même l'ONU. En 1945. Et puis est arrivé 1948 avec le fameux GATT, le General Agreement Tariff and Trade, n'est-ce pas, voilà, où là ça a été le début. En fait, c'était quoi? C'est ce qui disait M. Ulysse Grant, que je cite dans mon livre, qui était un monsieur génial. C'était un président des États-Unis dans les années 70. Il a dit, eh bien écoutez, il s'adressait aux 70, Américains. Du 19e. 1870. Oui, 1870. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui nous sommes protectionnistes, chers électeurs, mais dans 2 siècles, vous le verrez, eh bien nous serons comme l'Angleterre et nous serons favorables au libre-échange. C'est Ulysse Grant qui disait ça en 1870. Et après, vous avez eu les lois Smoot-Harley en 1930, voyez-vous, qui ont été les lois les plus... Il n'y a pas eu de pays plus protectionnistes que les États-Unis, n'est-ce pas? C'est comme disait le fameux professeur Paul Baroque de l'Université de Genève, oui. Pour le développement, les idées de Friedrich List, le protectionnisme a été la règle pour le développement, le libre-échange est l'exception. Oui. Et on nous a menti pendant 40 ans avec les âneries de la ligne Maginot, qui, comme je le répète, et j'étais un des premiers à le dire dans le Wikicode, d'ailleurs ça a été marqué, de dire la ligne Maginot, la seule erreur, ça a été de ne pas la prolonger jusqu'à Dunkerque, mais c'est une excellente ligne, et la meilleure preuve, c'est que les Allemands, ils avaient l'équivalent, la ligne Siegfried. Oui. Voilà, on peut attaquer, mais il faut savoir se défendre. Et lorsque le président Grant, en 1870, faisait les déclarations que vous venez de citer, 80% du budget fédéral était alimenté par les droits de douane, si bien que ça évitait aux Américains de payer des impôts. Bien sûr. Vous évoquez un certain nombre de nouveaux modèles de société alternatifs aux démocraties européennes. Oui. Vous évoquez Poutine, Erdogan, Xi Jinping. C'est ça l'alternative, ce que vous préconisez? Oui, bien sûr, sans hésitation. Il faut... Xi Jinping. Moi, alors, avec des nuances. Est-ce qu'il faut... Pas de contrôle social, quand même. Voilà, pas de contrôle social. Voyez-vous, le monsieur qui avait une petite moustache, c'est pas pour moi. Non, pour moi, c'est simplement... C'est le cri du cœur d'un patriote, n'est-ce pas? On veut... Madame Chantal Delsol a dit une chose très juste. Les Français sentent qu'il y a des réformes à faire. Mais dans un régime démocrate tel que nous l'avons aujourd'hui, si on fait les premières réformes, les retraites, chose qu'on a vue avec du temps de Chirac et de Sarkozy. Donc, que je Premier ministre. Oui, son Premier ministre. Lequel? Ils vont être... Villepin ou Raffarin. Non, Raffarin. Non, Juppé. Peu importe. Juppé, Alain Juppé. Ouais. Je les ai vus, moi je me rappelle. 95. Oui, 95. Ils vont descendre dans la rue. Ils savent, et les Français savent qu'ils ils sont obligés d'avoir un homme fort. Donc, 70% des Français, 60% des Italiens ont besoin d'un homme fort. Parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'avec cet homme, comme style de Gaulle, qu'ils accepteront l'autorité en disant « Ben oui, ce coup-là, on a fait trop d'âneries pendant des années, c'est pour le bien commun, il faut qu'on fasse des réformes. » Et ce que je vous dis, c'est ce que devrait faire... moi, je n'ai pas le prestige de cet homme, mais il faut que, lorsque cet homme parlera, que son autorité soit acceptée et qu'il ait aussi les moyens juridiques, et voire militaires, policiers, pour faire régner l'ordre momentanément. Parce qu'on ne peut pas... lorsque un pays est en faillite, lorsque vous avez un problème grave comme l'immigration qui condamne notre pays à mort et qui nous amènera un jour la guerre civile, il faut savoir ce que l'on veut. C'est où on prend le taureau par les cornes. Maintenant, l'économie, c'est pareil. C'est où on va prendre des mesures drastiques, ou alors...
La situation est gravissime. Il faudrait peut-être aussi commencer par mettre de côté, en tout cas, enlever leurs responsabilités aux responsables qui nous ont mis là où on est. Oui, mais ça c'est Vous dites, dans voilà, la conclusion. les Européens vont devoir remettre les marchands du temple à leur juste place. Voilà. C'est où la place des marchands du temple? Primauté du politique. Première idée, primauté du politique, ça a toujours été aussi l'attitude du général de Gaulle. J'ai fait un chapitre entier sur ce thème. Oui. Des hommes d'État forts, un État fort. Primauté du politique sur l'économique. Et puis, deuxième idée, les politiques, pas n'importe lesquels, pas ceux qui, c'est pas les gens qui ont déjà conduit notre pays à la catastrophe, qu'on va repeindre avec une couleur et qui ont le courage de remettre l'Europe en place. Il faut des hommes nouveaux et des équipes nouvelles. Et alors, vous avez, vers la fin, un chapitre qui est consacré à la langue de l'Europe. Ah oui. Et au bannissement du franglais, bien sûr, surtout que l'anglais ne se justifie plus depuis que la perfide Albion a quitté l'Union européenne. Alors, et vous dites le français, sinon l'espéranto. Oui. Vous croyez à l'espéranto? Ah oui, alors, il faut dire une chose, hein, c'est que c'est un problème que je domine particulièrement. Un ami d'Albert Salon, qui est le fameux grand défenseur de la langue française. Actuellement, je fais partie des soi-disant personnalités qui engagent. Nous engageons actuellement, il faut savoir, une action auprès de la CGE. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec Mme von der Leyen, le français est parlé représente 1% comme langue de travail. Il faut savoir où nous en sommes. Dans les textes de la Commission européenne. Dans l'utilisation comme langue de travail, le français représente aujourd'hui 1%. Il faut le savoir. Le français a été balayé, nous avons perdu la langue, la bataille de la langue. Et donc là aussi, c'est au nom d'un réalisme que je me permets d'attirer l'attention. Je cite Pompidou, qui avait vu le problème. Hein, il faisait rentrer l'Angleterre, mais il avait vu le danger de la langue. Hein. Et comme il disait, nous sommes un pays, si on perd notre langue, on perd tout. Mais en fait, c'est même pas l'anglais qui est parlé, c'est le globish. Mais nous parlons l'anglo-américain. De sous-produit de la culture américaine. Enfin, nous avons perdu la bataille de la langue à cause de l'anglo-américain. Les choses sont claires. Hein, bien. Donc, il faudrait passer le marché suivant dans une discussion. Il est question d'ailleurs que le premier semestre du président Macron soit sous le signe de la langue. Qu'est-ce qu'il va en sortir, on ne sait pas. Mais il va essayer de faire quelque chose, soi-disant. Mais c'est de vendre le message suivant, parce que c'est de dire, avec notre droit de veto, quitte à faire, alors là, moi je dis bien, mais alors sortir, attendre 5 ans, 10 ans, pour la langue, j'en fais un problème non négociable. Je dis bien, la langue, c'est notre identité, c'est notre âme, ça doit être non négociable. C'est pas un problème secondaire. Tout passe par la langue, et des grands académiciens l'ont écrit. C'est le genre de marché suivant. Messieurs, nous estimons que le français, pour des raisons historiques, parce qu'il ne menacerait pas de disparition toutes les langues européennes, nous vous souhaitons une politique multilingue qui garde toutes les langues et que le français, dans certains cas, soit la langue lingua franca. Pour des raisons historiques et parce qu'il est beaucoup moins menaçant, il ne mènera pas à la disparition des autres langues de l'Europe. Vous n'en voulez pas pour des raisons qui vous sont particulièrement estimables. Mais alors sachez, messieurs, que nous, Français, tant que nous serons là, ce ne sera jamais l'anglo-américain, sinon nous quittons toutes les institutions, il n'y a plus d'Europe, vous oubliez, et ce sera l'espéranto. Voilà. Et c'est ça qu'il faut négocier. Et l'espéranto, qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'espéranto, c'est pas qu'est-ce que c'est que ça, parce que chers amis, non, parce que je l'ai pratiqué. Mais, j'ai pendant 1 an. Pourquoi pas le latin? Oui, parce que le latin, c'est passé, l'espéranto, c'est le latin du monde moderne. C'est passé le latin. Mais oui, vous savez que c'est j'ai pesé le cours. Aussi. Parce que j'ai pris la peine de lire la méthode Assémil et d'approfondir le problème en tant qu'homme réaliste. Ouais. Et l'espéranto, des académiciens, il faut savoir, c'est nous, Français, qui avons tué l'espéranto dans les années 1938. Malgré la résistance des francs-maçons, parce que les francs-maçons aiment l'espéranto. Hein. Voilà, avec un monsieur qui était d'ailleurs pour le rapprochement avec l'Europe, il est très connu, il s'appelait Gabriel Hanotaux, d'ailleurs, je peux donner son nom, qui lui est allé sceller la mort de l'espéranto, parce que l'espéranto était très bien parti, et vous aviez les plus grands académiciens qui étaient favorables. Jules Verne, il y a des tas de... Bon. L'espéranto, ça marche. L'espéranto, c'est pas un rêve, c'est une langue vivante. C'est une langue... Le latin, ça a marché, et ça, c'est sûr. Oui, mais le latin, c'est trop compliqué.
Le latin, l'espéranto est 7 fois plus vite. On peut apprendre l'espéranto 7 fois plus vite Oui. que l'anglais. Voyez-vous. C'est-à-dire voilà. que l'espéranto, et vous pouvez écrire d'une façon littéraire avec l'espéranto. Voilà. C'est une simplicité d'emploi. C'est une langue sans âme, c'est une création. Non, Sans parce que chair. c'est le centre de gravité Ni corps, ni de âme. toutes les langues européennes. Vous avez des Oui. emprunts à tout. Oui. C'est donc pas une langue sans âme. Voulez-vous que je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année en espéranto? Bon acage, Felicia Jarro. Aïe, Ouais, bon, C'est c'est pas c'est joli. nul. Puis ça sent son latin, Oui, son non, espagnol. mais ce serait son- une langue. C'est une langue. Dans mon esprit aussi, l'espéranto. Le français là-dedans garderait aurait une belle carte à jouer parce que nous jouerions le rôle du grec par rapport à l'espéranto et ce serait une façon de tuer définitivement l'anglo-américain parce qu'à partir du moment où les Européens prendraient une langue commune qui ne soit pas l'anglo-américain, l'universalisme de l'anglo-américain, ce serait un coup mortel pour lui. Alors, Donc, pour moi, le j'en fais grec- c'est quelque chose de très important et j'ai approfondi le problème et je maintiens mon Mais idée. attention au grec, parce que le grec s'est maintenu comme langue parlée dans l'Empire romain d'Orient jusqu'en 1453. Ah oui. C'est-à-dire, c'est la conquête musulmane qui l'a détruit. Oui, Ne l'oublions c'est la pas. fin de l'Empire romain. Ne l'oublions pas. Dernière chose, je pense aussi qu'il y a du snobisme. Mais quand, par exemple, une école de commerce en Bourgogne, école de commerce de Bourgogne, s'appelle Business School of Burgundy, c'est ridicule. C'est, je dirais même, plouc. C'est grotesque. C'est comment... Là, il faut véritablement interdire l'utilisation de l'anglais dans ces cas-là. Ah oui, je suis pour des lois du style un peu du Québec, en étant pragmatique. Hein, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais c'était une chose. Bon, je trouve, je suis un ancien des HEC, j'avais été scandalisé. Un jour, j'ai téléphoné, je dis bien, à la secrétaire du directeur de l'école des HEC. Vous croirez si vous voulez, son répondeur n'était qu'en anglais. Je dis bien qu'en anglais. En France, l'assistante du directeur de HEC qui C'est avait du snobisme. un répondeur en anglais. Voilà. Alors, nous sommes intervenus avec défense de la langue française et finalement, cette dame a accepté de passer au trilinguisme. Mais c'est pour dire à quel point il faut sortir de ce snobisme qui est mortel pour l'identité française en particulier. Alors, il y a encore bien d'autres choses dans votre livre. Nous n'aurons pas le temps de tout exploiter, n'est-ce pas, Pierre? Il y a tous les problèmes de défense aussi, Oui, la qui sont- nécessité d'avoir une défense européenne. Et la nécessité d'une technologie commune européenne. Oui. Vous énumérez tous les domaines dans lesquels on peut agir. C'est un livre très intéressant, très riche. Je le recommande à nos téléspectateurs, même s'ils ne seront pas d'accord avec tout. Comme nous, À chacun comme sa nous-mêmes. vérité. Hein. Voilà. Comment sauver l'Europe pour une Europe des nations avec la Russie, Marc Rousset, et c'est paru aux éditions, vous avez Panthéon. Du Panthéon. Merci. Merci, monsieur. Marc Rousset. Merci. Et merci, chers téléspectateurs. À très bientôt. Très bientôt, Pierre. Au revoir, Olivier. Au revoir, Pierre.